Vanessa Marcotte était une Américaine de 27 ans vivant à New York et travaillant pour l'entreprise Google. Un jour de l'année 2016, elle avait été rendre visite à sa mère qui vivait dans une toute petite ville de seulement 4000 habitants dans le Massachusetts. Le dimanche, avant de repartir à New York, elle avait alors décidé d'aller courir, mais malheureusement, elle ne rentrera jamais de sa course. Le soir même, son corps sera retrouvé inanimé dans un bois et ce sera le début d'une terrible enquête. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse affaire de Teresa Marcotte, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une affaire qui est résolue. Je sais que j'en fais pas énormément sur cette chaîne, je sais que ça intéresse plus de monde en règle générale. Donc voilà, cette vidéo est pour vous, ceux qui préfèrent les cas résolus. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie. Là-bas, on peut un petit peu plus discuter, c'est plus agréable autant pour moi que pour vous. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. À présent, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Vanessa Teresa Marcotte est née le 17 juin 1989 aux États-Unis dans la ville de Leominster, dans l'État du Massachusetts. Elle y a d'ailleurs grandi avec ses parents, John et Rosanna Marcotte. Alors, j'ai pas énormément d'informations sur son enfance, mais je sais qu'elle a toute sa vie été une excellente élève et une fois diplômée de l'école secondaire, elle avait étudié à l'université de Boston en communication et avait finalement reçu son diplôme avec mention très bien en 2011. À ce moment-là, Vanessa avait alors 22 ans et elle avait décidé de s'installer à Boston pour commencer sa vie d'adulte et elle avait d'ailleurs été embauchée dans une start-up de logiciels de marketing en ligne qui s'appelle WordStream. Avec les années, Vanessa a d'ailleurs gravi les échelons dans le monde professionnel et elle a donc fini par devenir responsable de compte au bureau de Google à New York et va donc s'installer dans cette ville. Elle travaillait énormément, mais malgré tout, eh bien, elle tenait tout de même à rester très proche de sa famille. Elle essayait qu'environ une fois tous les 2 mois, elle aille dire bonjour à sa maman ainsi qu'à sa tante, qui vivaient toutes les deux dans un état frontalier, celui du Massachusetts, là où justement Vanessa avait grandi. Sa maman habitait d'ailleurs dans la petite ville de Princeton, qui ne comptait environ que 4000 habitants. Je le précise, mais Vanessa était l'enfant unique de sa maman et donc Rosanna attendait toujours sa visite avec énormément d'impatience. Elle était évidemment très fière de la carrière professionnelle de sa fille, mais elle était également très heureuse et très reconnaissante que malgré tout ça, eh bien Vanessa prenne toujours la peine de se déplacer et de venir la voir dans sa petite ville. Et en soi, c'était vraiment des moments que les deux attendaient plus que tout, autant Rosanna que Vanessa. Mais à présent, venons-en aux faits et pour ça, on va se plonger dans la journée du dimanche 7 août 2016. Et à ce moment-là, Vanessa avait alors 29 ans. Ce week-end-là, elle avait alors rendu visite à sa mère à Princeton et tout s'était passé pour le mieux. Mais à ce moment-là, nous étions donc dimanche, le week-end se terminait et en fin d'après-midi, eh bien Vanessa devait reprendre le bus pour retourner à New York. C'était à peu près entre 3 et 4 heures de bus. Mais avant ça, vers 13 heures, Vanessa avait décidé d'aller courir. C'était une belle journée, chaude et ensoleillée, et il faut savoir qu'en règle générale, Vanessa était une jeune femme très active, elle aimait le plein air et elle pratiquait également beaucoup de yoga. Donc voilà, à 13 h ce dimanche-là, Vanessa a quitté le domicile de sa mère qui se situait sur la rue Brook Station Road et la zone dans laquelle elle avait été courir était une zone qu'elle connaissait assez bien.
Mais voilà, les heures vont passer et bizarrement, Vanessa ne va pas sembler revenir de sa course. Sa mère s'est évidemment très vite inquiétée et quand elle a compris que Vanessa ne serait pas revenue à temps pour prendre son bus, elle a décidé de contacter la police. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les policiers ont immédiatement commencé les recherches et dans un premier temps, ils ont fouillé la zone où Vanessa était allée courir et d'ailleurs on connaissait à peu près son itinéraire et donc les enquêteurs ont tenté de le suivre. Des chiens pisteurs ont d'ailleurs été emmenés sur place dans l'espoir qu'ils puissent retracer l'odeur de Vanessa et cette technique va fonctionner parce que malheureusement, ça mènera les autorités à une macabre découverte. En fait, à 20h20 ce jour-là, l'un des chiens policiers avait repéré une piste. Il l'avait suivi et le chien avait fini par conduire l'équipe de recherche dans une zone de végétation dense à environ 60 mètres de la route et à moins d'1 kilomètre de la maison de la maman de Vanessa. C'est là que le corps de Vanessa a été retrouvé. Cet endroit était donc une zone assez isolée et il n'y avait aucune maison à cet endroit. En soi, il y avait la route, le bois à côté et c'est tout. Le corps de Vanessa a alors été retrouvé totalement nu. Elle avait été dépouillée de tous ses vêtements. Par contre, les chercheurs avaient retrouvé une basket avec des traces de feu sur l'herbe juste à côté du corps de Vanessa. Mais c'est vrai qu'il y avait également d'autres traces de feu à d'autres endroits. Alors, ces traces de feu ont laissé penser que le coupable avait sans doute utilisé de l'essence pour tenter de détruire absolument toutes les traces ADN. De plus, il faut noter qu'à part cette basket qui a été retrouvée, tous les vêtements que Vanessa portait ce jour-là avaient disparu, ainsi que son téléphone portable et ses écouteurs. On pense donc que le coupable a repris tout ça avec lui pour être sûr de ne laisser aucune trace ADN parce que effectivement il aurait pu perdre un cheveu sur un vêtement ou quoi que ce soit. En tout cas par la suite, le corps de Vanessa a été emmené auprès d'un médecin légiste et dès les premières minutes de l'autopsie, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un acte criminel. D'ailleurs, très rapidement, la cause de la mort sera déterminée. Vanessa était décédée des suites d'une strangulation. En d'autres termes, elle avait été étranglée. Par contre, j'ai pas vraiment trouvé l'information si elle avait été étranglée à main nue ou à l'aide de quelque chose. De plus, le médecin légiste notera qu'il y avait énormément de traces de brûlures sur le corps de Vanessa, notamment sur les bras, les jambes et même sur le visage. Évidemment, on s'en doute, mais sûrement que l'agresseur, le meurtrier, avait mis feu au corps de Vanessa dans le but de supprimer, là encore, ces traces ADN. Et sinon, il y a aussi une chose qui est assez triste et importante à préciser, c'est que le fait que Vanessa ait été déshabillée a clairement démontré le mobile du crime. D'ailleurs, le légiste a clairement pu voir que Vanessa avait été agressée sexuellement et l'ADN de son agresseur a même été retrouvé sur elle. De plus, il semblerait que Vanessa avait réellement lutté pour sa vie et en se débattant, elle avait griffé son agresseur et grâce à ça, les experts ont pu retrouver sous ses ongles un peu d'ADN justement de son assassin. Donc voilà où en était l'enquête pour le moment. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages, on n'avait pas plus que ça, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les enquêteurs, les autorités avaient l'ADN du coupable. D'ailleurs, ces échantillons ADN ont été analysés, mais malheureusement, aucune correspondance n'a été trouvée dans les bases de données locales ou nationales. Je vous refais une parenthèse pour que vous compreniez bien, mais aux États-Unis, si on est arrêté, si on est incarcéré, on doit donner de notre ADN. Ça veut donc dire que si le coupable avait déjà été arrêté auparavant, l'ADN retrouvé sur le corps de Vanessa aurait pu avoir une correspondance avec un ADN qui est dans la base de données des enquêteurs. Mais vu qu'il n'y a pas eu cette correspondance, ça sous-entend donc que notre assassin n'a jamais été arrêté auparavant. Mais pour continuer dans notre enquête, il faut se rappeler d'une chose importante. La ville de Princeton est une ville toute petite de campagne qui, je le redis, ne compte que 4000 habitants.
Habituellement, il ne s'y passe jamais rien et ce genre de crime était tout à fait inhabituel. Les habitants étaient donc extrêmement choqués et se sont très vite sentis concernés. Les autorités ont d'ailleurs demandé aux habitants de Princeton et de toutes les zones environnantes de rester vigilants et prudents. Ils ont également demandé à toute personne voyant quelque chose de suspect de le leur signaler via leur ligne téléphonique. D'ailleurs, la police a expliqué que l'agresseur était probablement un homme et qu'il devait avoir sur le corps de multiples coupures, des ecchymoses et des égratignures mineures. Si quelqu'un avait un homme suspect de ce genre dans son entourage, il était donc invité à leur signaler. En parallèle, au niveau médiatique, l'affaire a fait pas mal de bruit, que ce soit au niveau national et puis au niveau international. D'ailleurs, je pense que le fait que Vanessa soit une employée d'une grande entreprise comme Google a évidemment aidé à la médiatisation. Une des représentantes de Google a d'ailleurs tenu à témoigner et elle a déclaré ceci. Vanessa Marcotte était un membre très apprécié de l'équipe Google. Elle travaillait dans notre bureau de New York depuis 1 an et demi et était connue pour son sourire omniprésent, sa passion pour le bénévolat et son amour des sports de Boston. Nous sommes profondément choqués et attristés et nos pensées vont à sa famille et à ses amis. En tout cas, au niveau de l'enquête, la police a alors tenté de relier le meurtre de Vanessa à un autre incident qui avait eu lieu quelques jours plus tôt dans la ville de New York, donc à 3h30 en voiture de là, et vous allez voir, c'est effectivement assez troublant. C'est un événement qui s'est passé le 2 août 2016, c'est-à-dire 5 jours avant la mort de Vanessa. Ce jour-là, une jeune femme du nom de Karina Vetrano, âgée de 30 ans, était allée dans le parc Spring Creek, qui se situe dans le Queens, qui est l'un des arrondissements de New York. C'était un endroit que Karina connaissait bien parce qu'il se situait à moins d'un pâté de maison de chez elle. Il faut savoir que son père lui disait souvent qu'il n'aimait pas qu'elle aille courir seule dans un parc, mais bon, Karina ne voyait pas vraiment où était le danger et donc elle allait malgré tout courir seule, comme ce fut le cas d'ailleurs ce jour-là. En cette journée du 2 août, Karina a été vue pour la dernière fois vers 17h, juste avant d'entrer dans le parc. Et la première personne à vraiment s'inquiéter de sa disparition a été son père. Il lui avait en fait envoyé pas mal de messages pendant la soirée, il l'avait appelé, mais Karina n'avait jamais répondu. Là encore, son père n'avait pas voulu perdre de temps et donc dès que la nuit était tombée, il avait prévenu ses voisins mais également le chef de la police de New York qui a immédiatement lancé les recherches. Donc là, à la tombée de la nuit, la police, les voisins et le père de Karina étaient en pleine recherche quand soudain, à 23h, le papa a fini par retrouver le corps de sa fille inanimé et face contre terre à environ 5 mètres d'un petit sentier. Alors, ce qui est troublant ici, c'est que Karina a été également retrouvée sans aucun vêtement et la cause de sa mort était elle aussi la strangulation. Là encore, la police va retrouver de l'ADN sur le corps de la victime et ici, eh bien, les enquêteurs auront quand même un peu plus de chance. En fait, 6 mois plus tard, ils trouveront une correspondance ADN et donc grâce à ça, le coupable va enfin être retrouvé. Celui qui avait assassiné Karina était un certain Chanel Lewis, un homme âgé de 20 ans qui habitait à Brooklyn, donc un autre arrondissement de la ville de New York. Il a ensuite fallu attendre quelques années pour que l'enquête et le procès se fassent, mais finalement, le 23 avril 2019, Chanel Lewis a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'était évidemment une grande victoire pour cette affaire, mais à présent, on peut donc se demander une chose. Est-ce que Chanel Lewis n'était pas celui qui s'en était également pris à Vanessa Marcotte dans la ville de Princeton 5 jours avant le meurtre de Karina? Clairement, les deux affaires se ressemblaient beaucoup. Les deux victimes avaient le même âge, faisaient la même chose au moment de leur mort. Et elles ont été retrouvées toutes les deux dans la même position, sans leurs vêtements, et la cause de la mort était la même. C'était une piste qui était quand même très intéressante parce que les coïncidences étaient assez troublantes, mais malheureusement, il semblerait que ce n'était que des coïncidences. L'ADN retrouvé sur le corps de Vanessa était finalement différent de celui de Chanel Lewis,
et donc suite à ça, la police a repris la recherche depuis le début. Bon, les enquêteurs ont alors regroupé tout ce qu'ils savaient déjà sur l'assassin. Selon eux, la personne qui avait tué Vanessa habitait à Princeton ou connaissait très probablement bien la région. Les enquêteurs pensaient également que Vanessa ne connaissait pas son agresseur et que leur chemin se serait croisé un petit peu par hasard. Entre-temps, les forces de l'ordre ont également lancé un nouvel appel à témoins et d'ailleurs plusieurs lignes téléphoniques ouvertes 24 heures sur 24 ont été mises en place pour essayer de récolter le plus d'informations possible. Et ça a marché parce que finalement, un témoin a déclaré avoir vu Vanessa le jour de sa disparition vers 13 heures un peu passées. Selon lui, elle s'était arrêtée devant un petit magasin local pour boire un verre d'eau. De plus, le témoin dira avoir vu Vanessa repartir en marchant tout en étant sur son téléphone un petit peu comme si elle envoyait des messages à quelqu'un. D'ailleurs, pour reparler du téléphone de Vanessa, il avait donc disparu. Par contre, les enquêteurs ont tout de même pu savoir qu'il avait été éteint à 14h11 et n'avait plus jamais été rallumé. C'est un point important parce que ça nous donne à peu près l'heure du décès de Vanessa, donc vers 14h, 14h10. Pour l'instant, c'est effectivement des petits indices, mais il va y avoir une nouvelle grande avancée dans l'enquête grâce à un nouveau témoin. Ce témoin va alors confier aux enquêteurs que le jour du meurtre, il avait vu à 2 reprises un SUV Ford de couleur foncée garé sur le trottoir près de l'endroit où le corps de Vanessa avait été retrouvé. La première fois qu'il a vu le SUV, il était 12h45 et à ce moment-là, le conducteur, un homme hispanique âgé de 25 à 35 ans, se tenait debout à côté de son véhicule. D'ailleurs, le capot de la voiture était relevé et il parlait au téléphone. La deuxième fois, le témoin était donc repassé au même endroit et cette fois-ci, il était 14h05. C'est-à-dire 6 minutes avant que le téléphone de Vanessa ne soit éteint définitivement. À ce moment-là, le SUV était toujours stationné au même endroit. Par contre, le capot était à présent baissé et il n'y avait plus de traces de l'homme. En soi, il y avait juste la voiture et rien d'autre. Avec ce témoignage, l'homme avec son SUV devenait donc le suspect numéro 1 et les autorités ont donc commencé à rechercher un homme hispanique qui possédait un SUV de couleur foncée et qui vivrait dans la région de Princeton. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, rien ne va beaucoup bouger dans l'affaire. Par contre, 6 mois après la mort de Vanessa, les autorités ont annoncé qu'ils avaient envoyé l'ADN trouvé sur le corps à un laboratoire et qu'enfin, un profil venait d'être créé. Le profil ADN trouvé correspondait alors parfaitement à notre suspect principal que le témoin avait vu à côté de son SUV. Donc là, sur la base des preuves ADN et des témoignages, on sait que le suspect était considéré comme un homme hispanique, âgé entre 20 et 30-35 ans, de corpulence athlétique, de taille moyenne et avec des cheveux courts, voire rasés. Suite à ça, les choses vont s'accélérer et à peu près 3 semaines après cette annonce, il va y avoir une énorme avancée dans cette affaire. En fait, un beau jour du mois de mars 2017, un policier était en train de patrouiller dans une ville du même comté que Princeton, c'est-à-dire dans une ville du comté de Worcester. À un moment donné, cet agent de police avait alors vu un homme qui correspondait parfaitement à la description de notre suspect et en plus de ça, qui conduisait un SUV Ford de couleur foncée, donc le même véhicule que celui vu par le témoin le jour du meurtre. Le policier a alors rapidement noté le numéro de plaque du SUV et l'a directement envoyé à ses collègues de la police. Par la suite, les autorités ont alors fait une brève recherche dans leur base de données et c'est là qu'ils ont réussi à trouver l'identité de cet homme. Il s'agissait d'un certain Angelo Colon Ortiz, âgé de 31 ans. Alors, parlons un petit peu de lui. Angelo était en fait originaire du Porto Rico. Il vivait dans le comté de Worcester depuis moins d'1 an avec sa femme ainsi qu'avec ses 3 enfants. Il travaillait également pour une société de livraison, ce qui faisait qu'il connaissait bien la ville de Princeton ainsi que ses alentours, vu qu'il parcourait la région tous les jours pour ses livraisons. Par contre, une chose qui est aussi importante à noter, c'est qu'Angelo n'avait aucun antécédent criminel.
Mais revenons-en à présent aux faits, et donc suite à cette découverte, une équipe de police s'était rendue dans la maison où vivait leur suspect. Une fois sur place, les enquêteurs l'avaient alors interrogé au sujet de Vanessa Marcotte, et face à toutes ces questions, Angelo a simplement dit qu'il ne la connaissait pas. De plus, il dira qu'il ne se souvenait pas s'il était à Princeton le jour de l'agression contre Vanessa. Bon, la police lui avait alors demandé de leur fournir un échantillon de son ADN en lui disant que ça pourrait permettre de l'innocenter si effectivement il était innocent. Et Angelo a alors accepté et avait immédiatement signé les documents indiquant donc qu'il acceptait de fournir son ADN pour analyse. Angelo a ensuite fourni son ADN sans résister et sans vraiment montrer d'hésitation. On n'a évidemment pas eu les résultats immédiatement parce qu'il a fallu attendre un bon moment quand même pour que le laboratoire fasse tous les tests. Mais au final, ils ont rendu leur rapport et ils ont alors prouvé que l'ADN d'Angelo Colon Ortiz correspondait à celui trouvé sous les ongles et sur le corps de Vanessa Marcotte. Suite à ça, Angelo sera arrêté chez lui le 15 avril 2017 et a été accusé d'homicide au premier degré. D'ailleurs, quand la nouvelle a été connue, une ancienne employée de la poste de Princeton a déclaré qu'elle connaissait Angelo depuis assez longtemps vu qu'elle travaillait à la poste et que lui était livreur de colis et que c'est vrai qu'assez régulièrement, il l'avait entendu en train de dire des choses assez méchantes en espagnol à elle ou à ses collègues, mais en règle générale à des femmes. Donc déjà ça montrait qu'Angelo avait un côté sombre, un côté pas très sympathique. Mais les enquêteurs ont quand même continué leur enquête pour essayer d'avoir un maximum de preuves contre lui. Alors en retraçant son parcours le jour du crime, la police a pu voir que ce jour-là, à 14h35, Angelo avait justement acheté de l'essence pour 5 $ dans un magasin situé à plus ou moins 10 km de la scène de crime. Donc, on se rappelle que le téléphone de Vanessa a été éteint à 14h11, donc ça signifie qu'au moment où Angelo a été chercher l'essence, Vanessa était déjà morte et donc après avoir acheté son bidon d'essence, Angelo était retourné sur les lieux pour tenter de détruire les preuves et surtout son ADN qui se trouvait sur le corps de sa victime. Il y avait donc effectivement pas mal de preuves allant à l'encontre d'Angelo, mais le procès a traîné pendant des années. En fait, les avocats d'Angelo Colon Ortiz ont d'ailleurs essayé de rendre la preuve de l'ADN irrecevable en affirmant que l'échantillon d'ADN de leur client avait été prélevé de manière irrégulière et donc illégale. Je vous explique, dans cette affaire, l'ADN est effectivement la preuve principale, ça ne trompe personne. Mais donc, le but des avocats d'Angelo, c'est de rendre cette preuve irrecevable pour que la pièce maîtresse de ce procès tombe. Ils vont alors justifier tout ça en disant qu'Angelo ne parlait pas très bien anglais et que lorsqu'on lui a demandé de fournir son ADN, il n'y avait aucun traducteur présent avec lui. Toujours selon ses avocats, Angelo aurait donc accepté de donner son ADN en pensant qu'il y était obligé et il n'avait en fait pas compris qu'il avait le choix. Angelo a lui-même fait une déclaration écrite en affirmant que bien qu'il était à présent un citoyen américain, il était né au Porto Rico et qu'il ne parlait donc pas, ne lisait pas et ne comprenait pas l'anglais. Alors effectivement, c'est un argument qui est assez fort. Le fait qu'il n'y avait pas de traducteur au moment où Angelo a signé cette autorisation de prendre son ADN, c'est une faute de la part des autorités. Ça a donc été assez compliqué comme démarche et c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant qu'on puisse parler d'un potentiel procès. Mais finalement, le 11 janvier 2022, le juge a rejeté la requête de la défense visant à supprimer les preuves ADN. D'ailleurs, le procureur a expliqué que cette preuve avait été obtenue grâce aux procédures appropriées et qui ont donc permis de porter les accusations. Elles étaient donc tout à fait recevables. Au final, Angelo Colon Ortiz a refusé de plaider coupable de meurtre au premier degré, mais il a accepté de plaider coupable de privation de vie au deuxième degré. C'est donc une accusation passible d'une peine de prison beaucoup plus courte. Il a également plaidé coupable de l'accusation de vol qui entraîne donc une peine de 20 ans de prison. Clairement ici, je suis convaincue que si sa voiture était garée au milieu de la route avec
le capot ouvert, c'est qu'il essayait de tendre un piège à quelqu'un, que tout ça a été prémédité et que donc on est très loin du meurtre au 2e degré. Mais bon, la famille de Vanessa a accepté ce plaidoyer parce que clairement, ils avaient besoin de répit et n'avaient pas envie de se lancer dans un grand procès qui serait très difficile à vivre pour eux. Donc évidemment, je comprends totalement, mais c'est ça, le fait qu'il n'y ait pas eu de procès et qu'on a accepté ce plaidoyer fait qu'on n'a pas énormément de détails sur ce qu'il s'est passé, mais c'est effectivement peut-être mieux pour la famille. En tout cas, la famille a déclaré dans un communiqué « Nous sommes reconnaissants et heureux que le procès se soit terminé comme nous l'avions toujours souhaité. Que cet homme soit désormais dans un endroit où il ne pourra plus blesser personne comme il a blessé Vanessa. » Donc voilà, finalement au mois d'octobre 2022, Angelo Colon Ortiz, qui avait à présent 36 ans, a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il a été condamné à une peine de 20 ans pour vol. Ça veut donc dire qu'on peut attendre 45 ans avant qu'il soit éligible à la libération conditionnelle. Et je précise bien que c'est pas parce qu'il sera éligible qu'il pourra sortir. Simplement, il pourra demander à ce qu'on réexamine son dossier. Donc à présent, vous savez tout sur ce cas. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si l'histoire vous a intéressé, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!